Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition de ce lundi 7 mars 2011. Il faudra attendre demain pour savoir si le procès Chirac sur les emplois fictifs aura bien lieu. Le tribunal rendra ses conclusions mardi sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la défense d'un des co-accusés. La cyberattaque qui a visé le ministère des Finances relève de l'espionnage pur. L'objectif était de voler de l'information. C'est ce qu'indique ce soir le directeur de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. À Bercy ce week-end, des milliers d'ordinateurs ont dû être débranchés. Et puis la Libye, ce soir toujours coupée en deux entre rebelles et partisans du colonel Kadhafi. Sur place, les combats sont toujours très violents. L'OTAN évoque des crimes contre l'humanité mais refuse d'intervenir sans mandat officiel de l'ONU. Je vous le disais en titre, il faudra donc patienter jusqu'à demain 13h30 pour savoir si le procès de Jacques Chirac se poursuivra ou non. Le tribunal s'est donc donné un délai supplémentaire pour statuer sur cette fameuse question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la défense d'un des co-prévenus. Dans l'après-midi, le parquet avait demandé d'accepter l'examen de cette procédure. Alexandra Colino. Premier jour d'un procès historique ou premier jour d'un procès qui frappe shit. La défense est venue aujourd'hui soumettre une question prioritaire de constitutionnalité qui pourrait ajourner ou même annuler le procès. Avec un soupçon inévitable, s'agit-il d'une stratégie pour éviter à Jacques Chirac de se présenter devant la justice? Vous servez les intérêts de M. Chirac? Oh écoutez, arrêtons de dire des bêtises. Je sers les intérêts de la personne que je défends. Jacques Chirac est comme tous les Français. À partir du moment où on lui fait un procès, il s'y rend. Grands effets de manche et jeux oratoires parfaitement maîtrisés, Maître Le Borgne, auteur de la fameuse question, a exposé ses arguments devant la Cour et face à des avocats des parties civiles qui se sont montrés plus timides. Il y a une volonté de faire achoper ce procès, on ne veut pas qu'il ait lieu et que ça s'inscrit dans une stratégie d'incident de procédure systématique. Le tribunal a renvoyé sa décision à demain 13h30. Jacques Chirac devrait donc être absent pour le deuxième jour du procès et ne se présenter que mercredi. Mais l'ancien président ne se dérobera pas. Il est un citoyen comme les autres, répètent à l'envi ses avocats. Alors, compte tenu de cette nouvelle péripétie, Jacques Chirac ne devrait pas être présent demain au palais de justice. Alors, cette question prioritaire de constitutionnalité, cette fameuse QPC est désormais possible depuis la réforme de la Constitution intervenue en 2008. Une possibilité juridique nouvelle que nous explique Margot Brio. QPC, sous ces trois lettres, une expression un peu barbare, question prioritaire de constitutionnalité, et une révolution juridique entrée en vigueur il y a tout juste un an. Instaurée par la révision constitutionnelle de juillet 2008, la QPC permet à tout justiciable de contester une loi devant un tribunal ou une cour s'il estime qu'elle porte atteinte aux droits et aux libertés garantis par la Constitution. L'idée est que la Constitution comporte des droits fondamentaux, c'est elle qui comporte les droits les plus importants, les droits suprêmes, et que n'importe quel justiciable doit pouvoir faire valoir que le droit qu'on veut lui appliquer, une loi qui est donc en dessous de la Constitution, est contraire à ses droits et libertés fondamentaux. Voilà l'idée qui fonde ce système. Dans le cas du procès de Jacques Chirac, Maître Le Borgne conteste des points de loi portant atteinte au principe de la prescription des faits. Le plus important, la mise en relation des deux dossiers examinés, l'un instruit à Paris, l'autre à Nanterre. Les faits reprochés dans la capitale sont prescrits, mais les relier à ceux des Hauts-de-Seine plus récents permet de contourner cette prescription. Une pirouette juridique anticonstitutionnelle pour Maître Le Borgne. Si le tribunal juge la question recevable, il doit la transmettre à la Cour de cassation et suspendre l'audience. La Cour de cassation se livre alors à une seconde appréciation et décide ou non de transmettre l'affaire au Conseil constitutionnel. Le procès pourrait alors être reporté en septembre. Voilà, avec nous ce soir sur notre plateau, Jean-Pierre Roux. Vous êtes le président sortant de l'association Anticorps, une association qui est partie civile, n'est-ce pas, dans ce procès. Alors, première question, comment vous appréciez ce délai que va prendre le tribunal pour apprécier cette question? Bon, tout d'abord, je voudrais vous dire que nous ne sommes pas du tout étonnés, effectivement, que la défense présente toutes les arguties possibles et inimaginables pour retarder ce procès, comme nous l'a indiqué Maître Kersanti, qui est notre avocat.
dans cette affaire. Donc c'est vrai que la prescription, il y a des choses qui sont peut-être pas très claires, etc. Et on joue là-dessus. Mais en fait, bon, il faut savoir quand même que ce procès est très important. C'est la première fois quand même que l'on juge un président de la République. C'est un procès historique qu'on a qualifié d'historique. Donc c'est vrai que les pressions qui sont exercées sur les uns et les autres sont extrêmement fortes. Et on fait tout à fait confiance à la défense pour, encore une fois, présenter tous les arguments possibles et imaginables pour retarder ce procès et peut-être même d'ailleurs l'amener tellement loin qu'on n'en verra jamais finalement la fin. Alors, Jean-Pierre Roux, vous êtes l'une des parties civiles dans ce procès. Il y en a 4, je crois, dont 2 principales, la vôtre en particulier. La défense, alors il y a tous les ténors du barreau qui sont là, présents, très présents, dans la salle des pas perdus du tribunal de Paris. Vous n'avez pas l'impression d'être un peu seul par rapport à cette armada juridique qui est, j'allais dire, contre vous? C'est vrai qu'on a l'impression d'être un petit peu seul, mais je peux vous assurer qu'on fera face. On est un petit peu seul, on est parfois étonné de voir certains avocats, anciens ministres du Mitterrand, se faire les grands défenseurs de Jacques Chirac. C'est assez amusant d'ailleurs. Vous évoquez Maître Kejman, bien sûr. Oui, par exemple, oui, tout à fait. Donc non, on n'est pas impressionné parce qu'on pense que nous avons raison. Ce que nous regrettons, c'est que nous n'ayons pas un soutien comme il le faudrait, de la classe politique. Vous vous souvenez quand même qu'il y a quelques années de cela, lorsque Arnaud Montebourg, qui nous soutient, lui, par contre, et il nous l'a écrit encore dernièrement, a voulu traduire devant la Haute Cour de justice Jacques Chirac. Il lui fallait quelques signatures à la Chambre des députés, et ça a été un désastre, finalement, puisqu'il a recueilli une trentaine de signatures. Oui. Enfin, donc, ça n'a pas changé, finalement. Vous sentez, comme nombre d'observateurs, une classe politique plutôt gênée aux entournures avec ce procès? Tout à fait. Oui, tout à fait. Exactement. Une classe politique, quand je parle de classe politique, c'est dans son ensemble. Les 2 grands partis, l'UMP bien évidemment, qui a conclu cet accord avec la mairie de Paris. Et la mairie de Paris qui représente quand même le Parti Socialiste. Donc, bon, voilà. Alors, a tout dit. Demain à 13h30, le tribunal donne ses conclusions. Quels sont vos espoirs? C'est 50-50 ce soir? Oui, on peut dire que c'est 50-50. Bien, on a l'espoir quand même. On fait confiance quand même au tribunal. Bon, on pense, il faut relever quand même ce qu'a dit le procureur de la République. Le procureur de la République a dit qu'il fallait quand même que ce procès ait lieu. Mais voilà, la grande question, c'est quand justement. Et apparemment, Jacques Chirac lui-même, il l'a encore fait dire cet après-midi par son avocat, a bien l'intention d'aller à ce procès. Oui, tout à fait. Non, on aurait aimé d'ailleurs à un certain moment de l'histoire de la Ve République que Jacques Chirac se rende quand même à des convocations chez les juges, etc. Quand on compare ce qui se passe en France avec ce qui se passe, par exemple, dans des grands pays comme les États-Unis, quand même, il faut se rappeler. On se souvient de Watergate, par exemple. Watergate, etc. Bon, ils ont eu le courage. Dernièrement, en Allemagne aussi, quelqu'un qui a dû démissionner parce qu'il avait triché finalement. Bon, c'est un rapport qu'il avait, enfin, un rapport de thèse qu'il avait remis et qu'il avait pompé finalement. Oui. Voilà. Quelle différence entre la République française, que certains taxent de République bananière, il ne faut peut-être pas exagérer, mais quand même, malgré tout, il y a... Et puis, c'est démocratie. Jean-Pierre Roux, réponse demain à 13h30 au tribunal de Paris. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Regardez la question que nous avons posée à nos amis de notre partenaire le nouvelobs.com. Le procès de Jacques Chirac doit-il avoir lieu? Eh bien, c'est une écrasante majorité, 84% de près de 500 votants qui répondent oui à cette question. Merci encore d'avoir été présent avec nous ce soir. Sacrée panique ce week-end à Bercy où 10 000 ordinateurs ont dû être débranchés pour une révision en profondeur de la sécurité informatique. La cyberattaque contre le ministère des Finances visait notamment la Direction générale du Trésor et des dossiers ultra sensibles liés à la présidence du G20. L'ampleur de l'infection reste encore à préciser, comme d'ailleurs les commanditaires de l'attaque. Aurélien Romano. L'affaire révélée aujourd'hui est en fait vieille de 3 mois. Les documents piratés concernent l'organisation du G20 et non les dossiers fiscaux des particuliers. C'est ce qui fait dire aux services gouvernementaux que nous sommes face à une affaire d'espionnage classique, mais sophistiquée,
le rôle des hackers isolés est minimisé. Ça peut être des pirates informatiques dont on a loué les services, parce que vous pouvez très bien, vous, louer les services d'un pirate informatique pour mener une attaque. Ça peut être des gens plus structurés, ça peut être des groupes mafieux, ça peut être tout ce qu'on veut, qui travailleraient pour X, Y ou Z. Donc tout ça, souvent dans les attaques informatiques, ce qu'on peut observer, c'est que c'est des gens qui sont utilisés. Ceux qui ont procédé à ces attaques étaient en tout cas très bien organisés, utilisant des ordinateurs et des réseaux dans tous les pays du monde. Ils ont mis en péril la sécurité de sites gouvernementaux qui ne sont pas infaillibles, comme tout ce qui est connecté à Internet, reconnaît cet expert. Mais pour les blogueurs, le profil de ces pirates est au contraire plus politique. Ils défendraient la liberté d'expression et la transparence sur le net. On pense bien sûr aux révélations de Wikileaks. Les gens qui sont attaqués à Bercy ont fait de la récolte d'informations. Dans ces informations, il est tout à fait vraisemblable qu'il y en ait certaines qui aient une valeur marchande. Il est fort vraisemblable qu'il y ait une large partie également qui n'ait pas de valeur marchande particulière. Et dans ce cas-là, il est plus qu'évident qu'elles finiront dans la nature et qu'elles finiront par être publiées. Après, reste la question d'un éventuel agenda politique. D'ici à une éventuelle publication des dossiers sensibles, une plainte contre X a été déposée auprès du parquet de Paris et les services de renseignement français mènent l'enquête. Voilà, et on apprend ce soir que l'Élysée et le Quai d'Orsay auraient été également ciblés par une cyberattaque informatique, mais sans être touchés. Les cantonales, eh bien c'est parti. La campagne est officiellement lancée pour les scrutins des 20 et 27 mars prochains qui verront, vous le savez, le renouvellement de la moitié des conseillers généraux dans les départements. Depuis hier soir, regardez, d'étranges affiches sont apparues dans certaines villes françaises. Elles sont dotées d'un flashcode. Un flashcode, c'est un petit pictogramme qui peut être lu par les téléphones portables. Alors si vous essayez, vous y découvrirez le slogan invitant à voter plus fort, slogan signé du Parti communiste et du Front de gauche. 10 jours après leur retrouvaille fin février, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin ont partagé ce matin un petit déjeuner à l'Élysée, 1h15 d'entretien dont rien à filtrer officiellement. Il était question de dossiers internationaux, mais cette rencontre intervenait 2 jours seulement après la publication d'un sondage qui place la présidente du Front National en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle de 2012. D'où ce commentaire de François Baroin qui ne souhaite pas une candidature de Villepin à la future élection. Ce sondage favorable à Marine Le Pen publié dimanche n'en finit pas de faire réagir la classe politique, à droite comme à gauche. Une publication qui pourrait avoir une incidence sur la suite de l'examen de la proposition de loi sénatoriale visant très précisément et justement à préciser les conditions d'élaboration et de publication des enquêtes d'opinion. Flora Sauvage. Plus que jamais d'actualité, la proposition de loi de Jean-Pierre Sueur et d'Hugues Portelli veut rendre les sondages plus transparents. Adopté à l'unanimité au Sénat mi-février, le texte fait figure de patate chaude car le gouvernement y est opposé et les auteurs du texte s'impatientent. La proposition de loi n'est toujours pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On finit par être envahi par les sondages. Et le plus souvent, les sondages sont diffusés, publiés et même réalisés dans des conditions qui pose problème. Le manque de rigueur, le manque de transparence peut engendrer des manipulations ou les campagnes d'opinion fondées sur des sondages auxquels on fait dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Pour ce politologue, la frénésie des sondages pose de plus en plus question. Le débat n'est pas tant dans une éventuelle loi sur les sondages que dans l'importance respective des sondages tels qu'ils sont mis en avant par les médias et du débat de fond. Un débat de fond souvent éclipsé par des enquêtes d'opinion qui se multiplient. Demain, le Parisien doit publier un nouveau sondage qui fera suite à celui paru dimanche, donnant Marine Le Pen en tête du premier tour de l'élection présidentielle de 2012. Voilà, et nous reviendrons dans quelques minutes sur ce sujet avec notre invité, le sondeur Jérôme Sainte-Marie. L'actualité à l'étranger, toujours dominée par la situation en Libye où les combats se poursuivent entre forces rebelles et celles fidèles au colonel Kadhafi, un pays coupé en deux où l'aviation libyenne est entrée en action. Laura Sorrenti. Dans le désert, des tirs incessants de canons anti-aériens en direction du ciel. Les rebelles essaient de se défendre dès qu'ils entendent l'avion approcher au-dessus du port stratégique de Ras Lanouf. Des combats à l'arme lourde et des directives données aux rebelles dans le chaos. En face, les forces armées de Kadhafi qui tentent de reprendre la main. Déjà 2 offensives violentes faisant plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés depuis ce matin. À Misrata, les bombardements ont fait 21 victimes, principalement des civils. Mais les rebelles ne se découragent pas. Leur objectif,
avancer vers Tripoli. On va marcher sur Tripoli, vous savez. Kadhafi, il ne va pas rester longtemps en Libye. Les violences ne faiblissent pas et les réfugiés, nombreux, continuent à fuir le pays. L'ONU et les ONG humanitaires lancent un appel de fonds, 160 millions de dollars pour aider les victimes du conflit libyen. Depuis dimanche, un pont aérien a été mis en place pour rapatrier les réfugiés. À ce jour, 200 000 personnes ont quitté la Libye. Et sur le plan diplomatique, eh bien, les responsables français et britanniques disent travailler actuellement sur un projet de résolution des Nations Unies pour établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Libye. De son côté, Barack Obama souligne aujourd'hui que les collaborateurs de Kadhafi devront répondre des violences actuellement perpétrées. Voilà, retour dans un instant sur ce sondage qui fait grand bruit et qui dérange. Nous recevons tout de suite Jérôme Sainte-Marie, directeur général adjoint de l'Institut de sondage CSA. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie. Alors à la suite de cette publication de ce sondage très critiqué, est-ce qu'on peut dire que la France est malade de ces sondages ? Non, il faut voir le côté positif de cette polémique. Ça prouve bien que sans qu'on ait besoin d'avoir une autorité administrative au-dessus de nous, différents sondeurs, je ne suis pas le seul d'ailleurs dans ce cas, d'autres sont exprimés, font part des réserves ou des commentaires libres sur l'activité d'un confrère et concurrent. Ça me paraît tout à fait sain. Donc la profession s'autocritique. Pour une fois, je crois qu'on a fait preuve de maturité précisément en étant capable de soulever des choses, qui fait d'ailleurs qu'il y a une forme de correction hâtive qui est faite avec une nouvelle vague pour ce sondage précis. Alors beaucoup a été dit sur ce sondage publié dans Le Parisien qu'on vient d'apercevoir. Vous taillez en pièces cette étude, alors en quoi n'est-elle pas fiable ? Non, je la taille pas en pièces en réalité. Ce qui m'ennuie, c'est le dispositif en quelque sorte autour de cette étude qui en donne un écho maximal. Tant mieux pour Le Parisien, tant mieux pour Harris Interactive, pas forcément tant mieux pour la démocratie. On a effectivement quelque chose qui est très étrange, c'est d'avoir testé uniquement Martine Aubry, une hypothèse avec Martine Aubry comme candidat. Voilà, DSK est absente cette enquête. Voilà, donc après on est sur Internet qui a tendance à, pour des raisons techniques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui a tendance, on le sait, à pousser le vote Front National. C'est un vrai défaut, d'ailleurs c'est pour ça que nous, à CSA, on ne travaille pas sur Internet pour les questions d'intention de vote, on le fait pour d'autres sujets. Et donc là, on a un dispositif qui est tel que, avec des résultats, je ne connais pas les bruts, j'ai aucune raison de mettre en doute ceci, j'ai quelques réserves sur la pratique, mais et on arrive à ce 23, 21, 21, c'est beau comme l'antique, c'est un magnifique jardin à la française, c'est un effet médiatique attendu, tant mieux. Puisqu'il y a un petit débat méthodologique, tant mieux aussi, puisque là, c'est un peu trop facile d'arriver ainsi à une une où on titre Marine Le Pen en tête du premier tour. Non, en réalité, c'est en tête du premier tour avec une hypothèse particulièrement improbable et toutes les autres hypothèses qui n'ont pas été testées. Est-ce à dire que les sondages politiques en particulier peuvent influencer l'opinion, peuvent influencer une élection ? Je crois qu'on est avant tout face à un problème de marketing éditorial. Ce n'est pas sur une opération médiatique. Et ce qui est justement particulièrement préoccupant, c'est que, à travers un souci de visibilité très probable pour les uns et les autres, on aboutit à un dommage collatéral, c'est d'avoir donné à une candidate, sans autre raison que le sondage, finalement, une visibilité énorme, ce qui fait qu'on aboutit à une prophétie autoréalisatrice. Et je pense qu'effectivement, ces dernières 48 heures profitent énormément au vote Marine Le Pen et que probablement on enregistrera ceci. On est quand même dans une petite mécanique qui n'est pas très saine. Je suis très heureux que certains confrères et moi-même ayons réagi publiquement. Quelles sont aujourd'hui les relations entre les sondeurs et les médias et les grands journaux, par exemple ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'elles sont saines, ces relations ? Alors vous savez, je crois qu'il y avait un sondeur illustre, je ne vais pas le citer à son insu, mais qui m'avait dit quand j'étais jeune, chargé d'études, tu sais, Jérôme, dans notre métier, il faut surtout savoir dire non. Oui. Non aux commanditaires, non aux médias. C'est-à-dire, on est souvent poussé à faire des trucs parce que chacun a son propre programme, ses propres intérêts. Et je crois qu'il faut savoir refuser. Il faut savoir dire, tant pis, on va faire deux hypothèses, une avec Strauss-Kahn, une avec Martine Aubry. Ça coûtera un peu plus cher, mais tant pis, on fait ça parce que sinon on crée un truc. On risque de créer un truc. Peut-être qu'on ne savait pas que Le Pen serait au premier tour, mais donc là, c'est une question encore une fois de responsabilité. Est-ce qu'il vous est arrivé souvent de dire non à des commanditaires des médias importants ?
important? Sincèrement, c'est pas très fréquent. Hein. C'est pas non plus un rôle parfaitement héroïque que celui de sondeur, mais on a effectivement l'occasion de dire non, quitte à ne pas faire ou bien à imposer par exemple des questions supplémentaires, même si ça nous coûte un peu plus cher pour notre institut. Eh bien, ça vaut le coup à terme. Est-ce qu'il est temps, Jérôme Sainte-Marie, de légiférer sur, j'allais dire, la moralisation des sondages? Vous le savez, il y a un texte qui a été adopté ici, même au Sénat, voté à l'unanimité des bancs de droite comme de gauche, pour faire mieux en matière de transparence dans les sondages. Ce texte n'est pas encore inscrit au calendrier de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous souhaitez d'avancer de manière législative sur ces questions? Moi, je ne suis pas contre l'existence de la commission des sondages, bien entendu. Je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait une autorité, mais encore une fois. Mais là, les dispositions, certaines dispositions, notamment la publication des brutes, me paraît quelque chose de nature à créer un brouhaha incessant. Et finalement, ça n'améliorera pas l'information que l'on vous livre, qui est imparfaite, qui est vous voyez, c'est quelque chose, un processus concurrentiel, etc. Mais après, faire figurer dans nos rapports un tableau de marge d'erreur avec toutes les... je passe sur les réserves en réalité scientifique, c'est pas du tout scientifique de publier les marges d'erreur, mais pourquoi pas mettre ça à disposition, si ça peut éclairer le commentaire, ça me dérangerait pas. Mais publier les brutes, encore une fois, on met par un souci de transparence irraisonné, on met le doigt dans un processus qui va nous échapper à tout le monde. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, de vos éclairages ce soir sur le plateau de Public Sénat. La France en marche vers la télévision tout numérique. Déjà 13 régions ont basculé dans la révolution de la télévision numérique terrestre. La 14e sera l'Île-de-France, où la transition entre une diffusion analogique et une transmission numérique aura lieu cette nuit. Alors, si vous êtes francilien, voici ce qui va changer pour vous. Une enquête signée Aurélien Romano. La télévision numérique terrestre représente deux avancées majeures. Premier avantage, plus de chaînes gratuites. 19 au lieu de 6 actuellement, ainsi que des chaînes locales en fonction des régions. Deuxième avantage, l'image et le son sont de meilleure qualité. Le signal numérique est reçu par les mêmes antennes que le hertzien. Pas de changement majeur donc, il faut juste un adaptateur TNT par poste de télévision. Êtes-vous concerné? Si votre télévision date d'avant 1981, il faut en racheter une, car il n'y a pas de prise Péritel pour brancher l'adaptateur TNT. Si votre poste a été acheté entre 1981 et 2006, vous avez juste besoin d'acquérir l'adaptateur TNT. Depuis 2006, vous êtes déjà équipé, votre téléviseur à la TNT intégrée. Dans tous les cas, vous devrez effectuer une nouvelle recherche des chaînes demain. Il faut appuyer sur la touche menu de la télécommande. Ensuite, il faut aller dans le sous-menu configuration. Là, on choisit installation des chaînes. On confirme le choix d'installation des chaînes. On fait recherche automatique et on lance la recherche automatique par la touche OK. Une procédure assez simple, il faut juste laisser la recherche aller à son terme. Avec nous sur ce plateau, Catherine Tasca, sénatrice socialiste des Yvelines, vice-présidente du Sénat, et ancienne ministre de la Culture et de la Communication. On parle de communication. La TNT, cette nuit en Île-de-France, vous soutenez cette télévision numérique terrestre, j'allais dire depuis le début, depuis qu'on en parle, depuis tout début des années 2000. C'est une belle satisfaction, n'est-ce pas, ce soir, cette nuit? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que c'était un très bon projet, un projet juste pour suivre l'évolution des techniques, juste aussi pour les téléspectateurs qui se trouvent ainsi avoir accès à des programmes beaucoup plus larges qu'avec la télévision analogique. Et gratuitement, bien entendu. Et gratuitement. 12 millions de téléspectateurs potentiels en plus avec l'Île-de-France, c'est beaucoup. Est-ce que les risques techniques sont à la hauteur de cet enjeu? Est-ce qu'ils sont importants pour ce basculement nocturne cette nuit? Non, je pense que c'est quand même très bien maîtrisé. Ce qui préoccupe un peu, notamment toutes les personnes qui ne sont pas familières des changements d'appareils, changements de technologie, il faut les accompagner. Je crois que c'est ce qui est prévu. Pour l'essentiel, le basculement devrait se faire sans aucun problème. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu de l'utilité, de la nécessité de cette télévision numérique terrestre? Je l'espère, parce que j'ai quand même... doute encore. Non, mais j'ai quand même en mémoire des résistances farouches lorsque, en 2000 et jusqu'en 2002, nous avons vraiment prôné avec Lionel Jospin ce passage au numérique. Eh bien, les opérateurs installés dans le paysage audiovisuel, en particulier les plus gros d'entre eux, n'étaient pas du tout chauds pour ce changement dont ils ne voyaient que l'aspect concurrentiel pour eux,
de leur point de vue, et pas du tout l'avantage pour le public. Et pour certains les ont raté quelques marches d'ailleurs à l'époque. Hein. Oui, tout à fait, mais il a quand même fallu attendre 2005 pour que le train démarre vraiment. Et je me souviens que ce fut un débat difficile. Je suis reconnaissante à Dominique Baudis, en tant que président du CSA, de ne pas avoir lâché prise parce que les pressions étaient très grandes. Alors, il va y avoir des fréquences libérées avec l'abandon de l'analogique. Là encore, c'est important. Il va falloir les donner à de futurs opérateurs. Est-ce qu'il faut les donner en priorité à qui? Dans quel domaine? Est-ce que c'est Internet, finalement, qui va, j'allais dire, rafler la mise de ces fréquences à obtenir? Il y a deux grands avantages avec la télévision numérique. Un, la qualité de l'image qui est très, très visible. Ceux qui vont la découvrir à partir de demain seront frappés par ce changement. Et puis effectivement, on libère des fréquences alors que nous avons vécu pendant des décennies sur l'idée d'un parc de fréquences limité, restreint, où les choix d'attribution étaient difficiles. Là, on se retrouve avec une marge beaucoup plus grande. Il est clair que on peut imaginer l'entrée de nouveaux opérateurs grâce à ces fréquences libérées, mais je pense que le besoin le plus présent et le plus fort, c'est le haut débit. Et je crois que c'est en ce sens qu'il va falloir tirer profit du passage au numérique. Comment vous expliquez que les chaînes payantes sur la TNT ne fonctionnent pas aujourd'hui, ou mal? Tout d'abord, les chaînes payantes dans leur ensemble ont du mal à trouver leur place dans le paysage audiovisuel, tout simplement parce que nos concitoyens ne sont pas prêts à investir des budgets trop conséquents sur les chaînes payantes. Peut-être aussi n'ont-elles pas fait preuve d'assez d'imagination sur les contenus. Et en tout cas, les téléspectateurs ayant désormais, avec la TNT, accès à 19 chaînes à titre gratuit, même si elles ne les intéressent pas toutes, ont quand même le sentiment d'avoir gagné en liberté de choix. Je crois que ça, c'est très important. Alors, 19 chaînes, parmi lesquelles des chaînes, bien sûr, d'information générale, des chaînes parlementaires, n'est-ce pas? Public Sénat en est une. Là encore, c'est une bonne nouvelle, quelque part, pour la démocratie aussi. Tout à fait, tout à fait. La TNT a amené aussi la naissance de nouvelles chaînes d'information, il ne faut pas les oublier, je pense à BFM et à ITV. Et en tout cas, pour la chaîne parlementaire et pour notre chaîne Public Sénat, la TNT est d'un apport tout à fait précieux. C'est évidemment une chaîne qui a besoin d'être vue sur tout le territoire, puisqu'elle est consacrée à la vie parlementaire, citoyenne et politique. Et l'activité sénatoriale, bien sûr. Et la TNT permet en effet d'être présent sur tout le territoire. C'est un grand progrès. Merci beaucoup Catherine Tasca d'être venue ce soir nous voir. Nous reviendrons bien sûr sur cet événement ce soir à 22 h en direct de la Tour Eiffel avec de nombreux invités. 22 h, heure à laquelle j'aurai le grand plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite un excellent début de soirée à tous. Merci. En novembre 1972, une jeune fille est jugée à Bobigny. Son crime, avoir décidé d'avorter après avoir été violée. Défendue par Gisèle Halimi, elle va servir d'exemple et faire bouger la loi. On fait donc un grand procès en faisant en sorte de changer cette loi pour que les autres femmes bénéficient de ça. C'était une gifle à la justice. Ça a été un moment important pour les femmes de désobéissance civique. Un an plus tard, Simone Veil fera voter la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Avortement, le procès de Bobigny. Ce soir à 22 h 30 sur Public Sénat.